Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est Late et Smart en ce lundi soir, durant une heure comme tous les soirs du lundi au vendredi. Nous allons tenter avec mes deux invités de passer au crible de l'actualité du moment pour essayer de mieux comprendre le monde. Et précisément, aujourd'hui, on va beaucoup parler, on va essayer de s'élever un petit peu, on va parler géopolitique et économie à l'occasion de la sortie d'un manuel didactique, pédagogique et passionnant qui s'appelle Géopolitique de l'économie, dont l'auteur est à mes côtés. Je vous la présente dans quelques secondes. Cette discussion ce soir autour précisément de la géopolitique et de l'économie s'organisera autour en deux parties. Tout d'abord, une vision un petit peu plus peut-être dynamique, tendancielle des choses. J'ai posé la question suivante, je poserai la question suivante. La géopolitique explique-t-elle l'économie? Sous-entendu, est-ce que c'est pas l'inverse? Sous-entendu, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'était plus le cas avant? Est-ce que c'est moins le cas est-ce que c'était moins le cas avant que ça l'est plus aujourd'hui? Voilà, ce sera une manière de passer en revue différents sujets d'actualité. Évidemment, la crise sanitaire et ses conséquences sur autour de cette thématique des interférences, de l'interconnexion entre les questions économiques et les questions géopolitiques. Et puis la deuxième partie, toujours autour de cette idée, on essaiera de s'intéresser plus à la photo actuelle. On se demandera si, par exemple, de façon un petit peu provocante ou cash en tout cas, est-ce que les banques centrales d'un côté, les très grandes entreprises de la tech, les GAFA et les BATX chinois sont devenus ou pas les nouveaux maîtres du monde? Est-ce que c'est différent par rapport à la situation il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans? Est-ce que là, il y a des mouvements par rapport à l'importance en négatif des États dans le jeu économique mondial, dans le jeu géopolitique mondial? Voilà où nous emmènera la conversation ce soir. Avec donc, je le disais, Sylvie Matelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'auteur de cette géopolitique de l'économie aux éditions Erol. Vous êtes économiste et vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nicolas Gautzmann, à mes côtés, à ma gauche. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions économiques et également vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité, oui, pourquoi pas, de la Cité, en l'occurrence la nôtre, qui est une société d'investissement. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Ce soir, tout de suite, une question d'actualité, une question géopolitique d'actualité, ce sera notre apéritif. Et l'actualité internationale depuis quelques jours, depuis le milieu de la semaine dernière, c'est évidemment le conflit au Moyen-Orient entre Israël et Gaza, plus précisément le Hamas. 4 dépêches AFP là, pour illustrer un peu la problématique qui nous amène à cette question ce soir. Le 13 mai, position officielle, Emmanuel Macron a fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes qui mettent entre guillemets, en grave danger la population de Tel Aviv et nuisent à la sécurité de l'État d'Israël. Donc une position plutôt en soutien à Israël au départ de la part de l'Elysée. 14 mai, regardez cette dépêche AFP autour de cette photo assez spectaculaire des départs de missiles à droite, des missiles qui partent des roquettes qui partent de la bande de Gaza et le système de défense antiaérien israélien qui se déploie, le fameux dôme de fer qui se déploie à gauche. Ça, c'était effectivement en milieu de semaine. Et puis aujourd'hui, la question porte notamment sur la position des États-Unis, un peu mal à l'aise avec cette nouvelle crise. L'AFP qui a raconté ce matin à propos du conflit, ce conflit israélo-palestinien, l'embarras des nouveaux amis arabes d'Israël, référence aux accords d'Abraham qui avaient vu le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis signer la reconnaissance d'Israël. Donc c'était à la fin du mandat de Donald Trump. Et aujourd'hui, le chef au début de journée, le chef de la diplomatie américaine, M. Blinken, qui a appelé Israël et les Palestiniens, je cite, protéger les civils et particulièrement les enfants, réaffirmant que l'État hébreu avait, en tant que démocratie, un devoir particulier en la matière. J'ai écrit, c'est en bas de l'écran, un conflit sans enjeu économique pour l'interrogation. C'est évidemment une manière très partielle et évidemment pas complète du tout de ce conflit. Diriez-vous que, comme voilà, j'étais un peu provocateur, sans enjeu économique, est-ce que c'est ce qui fait, alors, sans enjeu économique direct, en tout cas pour nous, évidemment pour les gens concernés, il y en a un, est-ce que c'est ce qui fait que les grandes puissances, et on va beaucoup parler de la notion de grande puissance dans l'émission, sont un peu mal à l'aise ou limite, encore une fois, en étant provocateur, s'en fichent un peu de ce qui se passe là-bas, Sylvie Matelli?
Je ne crois pas que ce soit de l'indifférence. Je pense que simplement, il y a des raisons historiques, il y a des raisons politiques, il y a des raisons stratégiques qui font qu'effectivement, la situation et la posture à adopter est compliquée pour les pays occidentaux, États-Unis en tête d'ailleurs. Sur la question des enjeux économiques, il est clair que ce ne sont pas les premiers enjeux qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à ce conflit. Alors qu'historiquement, quand il se passait des choses au Moyen-Orient, il y avait des enjeux économiques immédiats parce que c'est une zone stratégique en termes d'énergie. C'est ce que j'allais compléter, c'est-à-dire si on prend un petit peu de recul et qu'on élargit à la région, on est quand même sur une région qui présente des enjeux économiques extrêmement importants, de par sa position géographique, parce qu'on est encore très dépendant du pétrole et du gaz, et qu'une partie des hydrocarbures produits et exportés sur la planète sont présents dans cette région. Et donc on sait, et le financier que vous êtes le dira sûrement mieux que moi, que chaque fois qu'il y a des incertitudes dans cette région, et en particulier des incertitudes autour du conflit israélo-palestinien, eh bien les retombées sur les marchés financiers sont extrêmement important, ne serait-ce que par l'évolution du prix du baril du pétrole, mais dans un deuxième temps, si ces enjeux économiques n'apparaissent pas évidents dans les premières semaines de l'instabilité, il est très clair qu'ils vont apparaître très rapidement. Votre regard sur, Nicolas, sur l'appréciation éventuellement économique alors des marchés financiers, mais pas que, effectivement. Oui, c'est plutôt effectivement l'impact que ça peut avoir sur la région. Effectivement, vous avez cité les accords d'Abraham avec les Émirats d'un côté, avec Bahreïn, avec le Soudan, avec le Maroc d'un côté. Et éventuellement, ce qui était depuis un an avec cette trajectoire qui était initiée, c'était aussi un rapprochement également avec l'Arabie Saoudite et Israël qui était envisagé. Qui était en germe, enfin en tout cas dont on disait qu'il était en germe. Et voilà, et donc qui peut être bloqué. On a aussi une problématique maintenant qui est liée justement aux élections iraniennes qui auront lieu, je crois, le 18 juin de cette année. Et en fait, la situation actuelle peut effectivement, on va dire, antagoniser les différentes parties et on va dire produire des effets un peu indésirables dans la région à moyen terme. Et évidemment, là, on peut avoir des répercussions économiques qui peuvent être, je dirais pas importantes sur le court terme, mais qui peuvent avoir ensuite des effets structurels effectivement assez importants. Mais à court terme, évidemment, c'est pas un sujet économique. Mais là, effectivement, je pense que l'administration américaine aussi est un peu prise de court. L'équipe Biden est arrivée quand même il y a peu de temps au pouvoir, et les nominations justement pour les représentants des États-Unis dans la région, en fait, ne sont tout simplement pas nommés. Pour l'instant, ils n'ont pas d'équipe qui sont prêtes. Pas d'ambassadeur en Israël, notamment. Exactement. Et du coup, ça complique effectivement la situation. Je pense que les Américains sont embarqués depuis la nomination de Biden, surtout au niveau géopolitique, plutôt avec une orientation directe vers la Chine. Et là, ils sont un peu pris de court, là maintenant à court terme, avec cette situation-là, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de doctrine établie. Et ça se voit d'ailleurs assez bien dans les positions qui sont prises aujourd'hui. Et donc, évidemment, là, il y a une problématique à régler assez rapidement. Vous diriez que les États-Unis de Joe Biden se retrouvent un petit peu piégés par un conflit ancien, pour le coup, c'est pas quelque chose malheureusement de nouveau qui réémerge à la une de l'actualité avec ces drames qui font qu'on ne peut pas rester indifférent, a fortiori quand on est les États-Unis, qu'on est la puissance du monde et qu'on est, dit-on, le seul pays qui peut avoir une influence sur ce qui se passe en Israël. Oui, clairement, et piégé aussi parce qu'on est le Parti démocrate, et qu'on n'est pas Donald Trump, et qu'on ne peut pas se positionner avec des postures et des décisions aussi radicales que ce qu'il avait pu faire. Et pour l'instant, on les sent hésitants parce qu'ils sont très probablement divisés aussi sur la marche à suivre face à cette situation. Divisé entre effectivement du point de vue du Parti démocrate, ce que vous dites, c'est que le soutien conditionnel à Israël n'est pas du tout évident. Tout à fait. Allez, on en reste là cette fois-ci. On va élargir ce débat. On a commencé à titiller les questions d'imbrication entre l'économie et la géopolitique. C'est le cœur de ce premier débat. Nous entrons dans le vif du sujet évoqué en sommaire à l'occasion de la sortie de ce livre Géopolitique de l'économie. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Voilà, comprendre le monde, c'est ce que j'annonce en sommaire tous les jours. Donc on est au cœur de Late et Smart. Merci d'être à nos côtés, Sylvie Matelli. J'ai écrit La géopolitique explique-t-elle l'économie comme thème pour nous guider sur ce premier débat dans l'émission. Est-ce que dans une approche un peu historique, sans remonter forcément à la nuit des temps, diriez-vous que la géopolitique explique plus ou moins l'économie avant qu'aujourd'hui? Avant, est-ce qu'on pouvait penser que avant l'économie c'était une affaire de grande puissance politique, grande puissance militaire?
l'impression qu'on peut avoir un poids économique majeur aujourd'hui. On le voit ça, si on met la Chine de côté, on voit ça en Asie, des pays économiquement de plus en plus importants et qui n'ont pas un poids géopolitique du tout. Est-ce que ce lien que vous faites au travers de ces 40 fiches entre la géopolitique et l'économie, est-ce qu'il a évolué dans le temps récemment et selon vous, dans quel sens? Alors, il a très certainement évolué, il ne cesse d'évoluer, parce que tant la géopolitique que l'économie et les situations respectives sur les deux sujets évoluent. Est-ce qu'il a augmenté ou diminué? C'est compliqué d'évaluer, parce qu'il y a ces évolutions et donc ces changements des interactions entre les deux. Moi, quand j'ai décidé d'écrire cet ouvrage, c'était partant du constat, ça fait 20 ans que je bosse dans un institut de géopolitique, 20 ans que je travaille avec des spécialistes de la géopolitique en ayant une formation d'économiste. Et en fait, je constatais tous les jours que quand j'essayais de parler géopolitique à des économistes, hormis peut-être les financiers qui sont au cœur du sujet en fait, la plupart du temps, il n'y avait pas une grande porosité entre les deux, on comprenait mal, on avait l'impression, je le dis au début du bouquin, que l'économie c'est ceteris paribus, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, qu'il y a une certaine autonomie de la discipline économique et des mouvements économiques et des dynamiques économiques par rapport à la géopolitique et vice-versa. Quand vous parlez à des géopolitologues, eh bien c'est vrai que les enjeux de grande puissance, vous l'avez dit, mais de grande puissance au sens d'État puissant. La géopolitique, c'est les rapports de force. C'est ça, c'est les rapports de force entre les États. On oublie un petit peu les entreprises, alors que les interactions existent. Et donc, c'est à la fois la géopolitique qui impacte sur l'économie, mais l'économie qui a aussi des impacts sur la géopolitique. Et moi, j'aime bien, et je l'ai reprise en introduction de cet ouvrage, parce que c'est un petit peu ce qui m'a motivé à écrire cet ouvrage. C'est un des constats que faisait Fernand Braudel qui consistait à dire que, au fond, probablement que l'arrivée du café en Europe avait beaucoup plus marqué le devenir de l'Europe que le règne de Charles Quint. Et ça, c'est complètement contre-intuitif pour un géopolitologue, en réalité, parce qu'il n'a jamais vraiment regardé ce qui s'était passé suite à l'arrivée du café en Europe, et pourtant, ça a très probablement impacté. Alors, plus ou moins, je ne me permettrai pas d'intervenir et de contester Fernand Braudel, mais en tout cas, ça a probablement impacté. Et c'est complètement sorti, en fait, de cette discipline qu'est la géopolitique, et ça, c'est très dommage. Donc, l'idée, c'était d'essayer de faire ces connexions, parce que, de toute façon, pour faire la guerre, il faut de l'argent. Donc il y a une dimension économique, que quand vous exprimez la puissance d'un État, la mesure la plus simple que vous trouviez, aussi discutable soit-elle, c'est quand même le PIB, le produit intérieur brut. Et donc, malgré tout, la puissance s'exprime aussi, et les rapports de force s'expriment aussi par des dynamiques et des agrégats économiques. Nicolas, on le disait, il n'y a pas plus mondialisé, globalisé que les marchés financiers. Cette interaction, pour vous, elle est une évidence, j'imagine, entre l'économie et la géopolitique. Est-ce que, même question pour démarrer, est-ce que vous sentez une tendance sur l'importance plus ou moins grande aujourd'hui des questions géopolitiques sur la marche de l'économie? Oui, alors déjà, effectivement, la géopolitique, pour l'instant, c'est l'économie aussi, la macroéconomie et de la géopolitique également. Donc, c'est impossible de séparer les deux. Donc, là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ensuite, sur la tendance, je pense que ce qui s'est simplement passé, c'est qu'on a eu, au lendemain de 1945, on a eu une confrontation entre le bloc soviétique et le bloc américain. Donc, on a bien vu avec une tension géopolitique qui était permanente jusque-là. Au début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, on va dire que les États-Unis ont existé seuls face au reste du monde, et que du coup, pendant cette période-là, depuis les débuts des années 90 jusqu'à, on va dire, le milieu de la décennie dernière, des années 2010, jusqu'à 2015 environ, on est vécu dans une espèce de domination américaine. On ne voyait pas forcément de prétendants justement à une espèce de compétition avec eux. Depuis 2015 et notamment, on va dire depuis 2012 avec l'arrivée de Xi, je pense qu'on est arrivé effectivement, et c'est ce qui a aussi donné finalement Donald Trump au pouvoir. On a retrouvé justement cette rivalité entre deux grandes puissances qui étaient en train de se matérialiser, et je pense que ça a créé effectivement une dimension plus importante, et sans doute que maintenant les économistes s'intéressent beaucoup plus à la géopolitique, parce que justement maintenant on se retrouve dans une logique qui est beaucoup plus marquée de conflits entre deux grandes puissances. Du coup, ça s'exprime plus, c'est pas qu'elle avait disparu, c'est que simplement le contexte actuel, avec la rivalité entre la Chine et les États-Unis, est beaucoup plus propice justement à une analyse, on va dire, plus en profondeur de ce genre de thématique. Justement, est-ce que c'est la rivalité économique grandissante entre les États-Unis et la Chine qui a entraîné une rivalité géopolitique, géostratégique, quel que soit le terme, ou l'inverse selon vous, Sylvie?
Les deux, en réalité. Si on regarde la genèse de cette rivalité, elle date pas d'il y a quelques mois ou il y a quelques années. Déjà, à la fin des années 90, les États-Unis s'inquiètent très fortement. Oui. Voilà, les États-Unis s'inquiètent très fortement de cette grande puissance qui est encore un nain économique, mais qui a un potentiel de devenir une des premières places, une des premières puissances mondiales. Surtout qu'elle l'a déjà été, la Chine, à la fin du XVIIIe siècle. Et là, l'instrument qui est utilisé pour calmer le jeu et pour se dire on va normaliser nos relations, on va pacifier nos relations avec la Chine, c'est de la laisser rentrer à l'OMC. Alors beaucoup diront que ça a été une erreur des États-Unis qui a pensé que ça conduirait à la démocratisation. Je pense que les États-Unis ne s'y sont jamais trompés. Ils se sont dit c'est en construisant des interdépendances et des intérêts économiques communs que nous parviendrons finalement à avoir des relations normales, des relations stables avec la Chine. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que au-delà de cette stabilité des relations entre les deux puissances qui ont vraiment fonctionné pendant quelques temps et qui continuent d'ailleurs à fonctionner. On pourrait arriver à un conflit, mais pour l'instant, c'est pas le cas, alors que dans d'autres circonstances, une telle rivalité aurait déjà probablement produit beaucoup plus de tensions. Eh bien, très, très rapidement, en fait, ils se sont rendus compte que ça ne suffirait pas et que les Chinois avaient des velléités de puissance, mais au-delà de puissance économique. C'est-à-dire la puissance économique n'était qu'un instrument pour aller plus loin et pour peser, voire aller même jusqu'à avoir une certaine vision impérialiste de leur rôle international. Donc là, à ce moment-là, on sent que les États-Unis... Est-ce que c'était inéluctable? Est-ce que c'est les Chinois en général? Ou est-ce que c'est l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, comme glissait Nicolas, qui a peut-être transformé le legs de Deng Xiaoping, qui était globalement d'abord d'enrichir les Chinois, on imagine, pour pérenniser le système, sûrement, et qui ensuite se transforme dans quelque chose d'un petit peu plus... on montre les muscles avec Je pense que c'est assumé par Deng Xiaoping, mais je pense que par Xi Jinping, excusez-moi, mais je pense que c'était déjà dans l'ADN de la construction d'une Chine. L'objectif de devenir la première puissance au monde, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, même si ça n'avait jamais été dit en tant que tel. C'est juste Xi Jinping qui, à un moment donné, l'a assumé, l'a dit, et qui a fait prendre conscience au reste du monde que c'était le cas. Et puis, de toute façon, c'est inhérent, et ça, c'était peut-être la deuxième partie de ce que je voulais vous répondre, c'est un peu inhérent aussi à la mondialisation et au fait que lorsque vous créez des interdépendances entre les acteurs, lorsque vous fondez finalement votre croissance économique et votre prospérité économique de manière relativement efficace, mais sur un monde ouvert et un monde d'échange et d'interdépendance, il y a un moment donné, ces interdépendances, elles entraînent aussi de la géopolitique et des enjeux géopolitiques, votre dépendance aux matières premières, parce qu'on a beaucoup, pendant la période de Covid, on s'est rendu compte de la dépendance que nous pouvions avoir, nous, marché européen, marché américain, vis-à-vis de la Chine, mais les Chinois sont aussi très dépendants de leurs ressources, des ressources auxquelles ils ont accès, etc., etc. Donc les enjeux géopolitiques sont aussi renforcés par cette globalisation. Alors, vous rappeliez un dernier point vous rappeliez que pour la Chine, c'était un retour des choses. Effectivement, vous citiez la fin du 18e. Vous avez un tableau, la page 37, je ne crois pas qu'on l'ait préparé, mais qui est intéressant. C'est le poids relatif des grandes puissances économiques de 1820 à aujourd'hui. La première colonne, c'est début 19e, donc 1820. Alors, c'est des PIB reconstitués en parité de pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Et en 1820, première puissance du monde, la Chine, 43% du PIB mondial. Deuxième puissance, l'Inde, à l'époque l'Inde britannique, 21% du PIB mondial. Et puis ensuite, les grandes puissances européennes, les États-Unis, évidemment, encore très loin derrière, à 2 points. On n'a pas cette perception-là, parce qu'effectivement, en 1820, la Chine est un géant économique, mais n'est pas un géant géopolitique, au sens où, alors le terme n'existait pas, mais il y avait quand même des enjeux entre grandes puissances. Pourquoi ? Alors, c'est aussi un géant culturel, mais effectivement, il n'y a pas forcément cet impérialisme très occidental à cette époque-là. Je crois que ce qui est particulièrement intéressant, en fait, quand on regarde un petit peu ces évolutions de puissance, on parlait tout à l'heure de l'évolution de la géopolitique et de l'économie, et du fait que, du coup, les interactions entre les deux ont également changé au cours du temps. Et là, c'est très clair, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, votre poids économique est totalement dépendant de la taille de votre territoire, mais aussi de votre population. Et donc, on a des grands pays, l'Inde, la Chine, qui dominent et qui s'assument en tant que tels. C'est vrai qu'au cours du 19e siècle, avec la révolution industrielle, on va voir cette logique-là s'inverser quelque peu. Un découplage entre population et puissance économique brute. Tout à fait, un découplage. Et puis, avec la mondialisation, on va voir finalement ce qui vous donne de la puissance, qui vous donne du poids, c'est votre capacité à vous insérer dans l'échange international.
international, à participer à l'échange international. Et donc, partant de là, évidemment, les critères de la puissance évoluent un petit peu et la Chine et l'Inde se trouvent marginalisés au profit d'autres pays qui arrivent à s'enrichir beaucoup plus vite, à exploiter beaucoup plus vite le commerce international, y compris avec des instruments géopolitiques. Pensez à la guerre de l'opium qu'a menée le Royaume-Uni. Et donc là, les choses évoluent. Moi, ce que je trouve aussi très, très intéressant dans l'évolution qu'on a connue, et ça aussi, c'est quelque chose qui a été plus souvent mis en évidence par les historiens que par les économistes, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, les PIB par habitant, donc les revenus par habitant, les richesses dont dispose chaque individu dans un pays, sont à peu près similaires dans tous les pays du monde. Et au fond, ce qui va se passer au XIXe siècle avec la révolution industrielle, ça va être un véritable découplage avec des pays qui vont s'enrichir très rapidement, les pays qu'on appellera plus tard du G7 ou les pays OCDE, et puis d'autres qui vont stagner. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Et vous le rappeliez tout à l'heure, Deng Xiaoping, Xi Jinping ont eu pour premier objectif de rattraper ce retard pour leur population d'abord. Nicolas, par rapport à cette problématique géopolitique économique, diriez-vous que la crise récente, la crise sanitaire, la crise Covid-19 dont on dit qu'elle a accéléré les choses, est-ce que c'était un simple accélérateur? Est-ce que c'est une rupture? Je poserai évidemment la question également à Sylvie. Est-ce qu'elle a changé la donne par rapport à ce lien entre les deux? Non, encore une fois, je ne pense pas que c'est changé la donne. Ça a accéléré un petit peu les choses. Avec l'élection de Trump et l'arrivée de Xi, effectivement, la confrontation, elle était quand même déjà existante. Je pense que ce qui est peut-être un petit peu nouveau maintenant avec l'effet de la crise, c'est qu'on a commencé à voir, on va dire de façon assez marquée maintenant. Notamment, je voyais au début de l'année le Global Times, donc, qui était un journal contrôlé par le Parti communiste chinois, qui montrait que la Chine pourrait éventuellement rattraper le PIB américain d'ici 2028. Alors évidemment, ça, ce sont les configurations les plus optimistes de leur part. Du point de vue chinois. Du point de vue chinois. Et là, on voit que c'est aussi un objectif qui est quasiment affirmé par Xi. Et en gros, l'idée, c'est quand même d'arriver effectivement à être la première puissance mondiale. Et que face à cela, évidemment, on ne peut pas s'étonner non plus de voir les États-Unis en train de modifier leur stratégie de croissance, qui a été modifiée d'une part par leur banque centrale l'année dernière. On voit aussi la nouvelle doctrine budgétaire qui est quand même un petit peu nouvelle. Et on voit que les États-Unis maintenant sont orientés vraiment vers quelque chose qui cherche à soutenir leur croissance de façon maximale pour les prochaines années. Et on ne peut pas penser que ce soit tout à fait un hasard par rapport à ce qui se passe à la Chine. Et évidemment, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en ayant modifié justement sa stratégie économique, qui était un petit peu, la croissance économique américaine était peut-être sans doute sous-optimale depuis 10 ans ou peut-être même 15 ans, et d'arriver maintenant à se remettre à avoir une économie bien plus prospère pour les années à venir, pourrait conduire les États-Unis à tenir et à recreuser l'écart, ou en tout cas à prolonger la domination un peu. C'est ça, et à conserver. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec 45 notamment, et dans le premier discours géopolitique de Joe Biden cette année, et de faire vraiment le lien pour lui entre géopolitique et la poursuite des intérêts de la classe moyenne américaine. Et je pense que les États-Unis, et notamment le monde occidental, n'a jamais été aussi fort que le lendemain de 45, justement parce qu'on a réussi à concilier les deux, et de faire justement que la prospérité de la classe moyenne et des classes populaires dans ces pays-là ont entraîné justement cette force de la croissance dans nos pays, et d'avoir justement un horizon beaucoup plus fort, et justement d'avoir aussi des classes populaires qui arrivent à s'élever, et d'avoir quelque chose qui était quand même assez enthousiasmant comme approche. Et je pense qu'ils sont en train de revenir à ça, parce qu'on a perdu ça de vue depuis 40 ans. C'est ce qui a sans doute amené à la fragilisation de nos économies occidentales, avec la croissance des inégalités, avec une faible croissance, et que finalement, en revenant justement, en ne mettant plus justement la charrue avant les bœufs, et en faisant en sorte que la classe moyenne soit préservée aux États-Unis, d'arriver à faire avancer tout le monde en même temps, donnera un poids aux États-Unis beaucoup plus important, aussi bien sur le terrain économique que d'un point de vue aussi, on va dire même quasiment moral, d'arriver à faire que la société soit prospère, et de pouvoir affronter le modèle chinois en face pendant les yeux, et d'arriver tout en faisant la promotion d'un libéralisme certain, on va dire. Vous êtes d'accord, Sylvie, avec ce réveil américain, entre guillemets, qui serait lié, pas complètement, mais quand même pas un peu à la crise sanitaire aussi? Oui, je crois que j'aurais pas dit mieux. Si on se rappelle ce qui s'est passé effectivement en 1945, c'est là que c'est très très intéressant, c'est que cette volonté, en fait, alors le modèle social américain a été l'un des premiers modèles de protection sociale, puisqu'il date de l'après-crise de 29 et des années 30, mais effectivement, il est poussé par les États-Unis aux États-Unis, mais aussi au sein des pays alliés. Et l'enjeu à cette époque-là, c'est la rivalité avec l'Union soviétique. Bien sûr, en fait. Oui. C'est de montrer la capacité du système capitaliste à redistribuer et à augmenter le niveau de vie. Et je crois que ce qui a changé... Parce il faut rappeler qu'il y avait une rivalité évidemment politique, militaire, etc. Mais il y avait quand même au début...
à la fin de l'Union soviétique, il n'y avait plus de rivalité économique, mais au début, il y avait encore quand même, il y avait encore un enjeu économique vis-à-vis de l'URSS. Hein. Mais ne serait-ce qu'un enjeu économique dans la défense du système libéral, en réalité. C'est-à-dire, voilà, c'était deux systèmes économiques qui s'opposaient, un système centralisé de planification et puis un système capitaliste. Et donc, il y avait forcément un certain dogmatisme dans les postures de chaque côté, en fait, du mur de fer, à vouloir défendre ce système. Et donc, du côté capitaliste et du côté occidental, à défendre ce système libéral. Et donc, pour défendre ce système libéral, bien, il fallait avoir les mêmes arguments et soutenir les mêmes arguments que côté soviétique, c'est-à-dire c'est un système qui apportera de la prospérité à l'ensemble de la population. D'où ce modèle social qui s'est amplifié dans les années 60. Et ce qui est très intéressant, et je rejoins complètement ce que vous avez dit, c'est que au fond, la crise de la pandémie que nous venons de vivre ne change pas grand-chose, accélère un petit peu les tendances, sauf peut-être là où ça change, c'est qu'on s'est décomplexé par rapport à l'interventionnisme public. C'est qu'on est aujourd'hui en capacité d'assumer des politiques volontaristes qui coûtent cher, qui creusent la dette publique, qui menacent d'inflation. On les assume parce qu'on dit on n'a pas le choix. Et c'est très clairement, vous écoutez les discours de Joe Biden, on n'a pas le choix et c'est de l'équité. J'ai trouvé que le terme équité était intéressant. Et au fond, on se retrouve sur des arguments qui sont effectivement très similaires à ce que nous avions connu dans les années 60. Pour le coup, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, par exemple, notamment sur le mouvement de la Fed, ça a eu lieu en août de l'année dernière. En fait, tout ça avait été initié déjà dès l'année 2018. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que finalement, c'est pas Trump qui l'a poussé, c'est pas forcément Biden non plus, c'est la technocratie américaine. Et la technocratie américaine, en fait, je pense depuis plusieurs années, on va dire depuis ce qui s'est passé avec la grande crise financière, s'est rendu compte que la reprise économique qui a eu lieu au lendemain de cette grande crise financière a été insatisfaisante et que en fait, cette technocratie a été capable de changer d'avis et de changer d'approche. Et que finalement, que ce soit et Trump et Biden, tous les deux se sont emparés justement de ça. Mais en fait, ce mouvement, il n'a pas eu lieu au niveau politique, il a plus eu lieu au niveau technocratique. Et c'est là où on peut être un peu sans doute agacé au niveau européen, c'est qu'au niveau européen, la technocratie n'a pas encore changé d'idée, n'a pas encore changé d'approche, alors que et la Chine et les États-Unis sont en train de s'embarquer vers quelque chose de nouveau. Et nous, on est encore un peu de retard par rapport à tout cela. Et c'est assez malheureux parce que pour l'instant, on est en train de creuser l'écart en notre défaveur avec et les Américains et les Chinois. Alors, à propos de tendances récentes, à propos de ce qui est nouveau ou pas, les conséquences de la géopolitique de la vaccination. Le président américain Joe Biden a annoncé le 13 mai, le 13 mai c'était jeudi, c'est un jour férié chez nous mais pas chez eux, que effectivement, grande annonce, si vous êtes fully vaccinated, c'est-à-dire avec 2 doses, ou une dose si vous avez été malade de la Covid, you no longer need to wear a mask. Voilà, c'est très clair, si vous êtes complètement vacciné, plus besoin de masque. Le discours n'est pas encore celui-là, mais c'est voilà, un prétexte pour dire est-ce que la question de la vaccination a ou aura, selon vous, des répercussions géopolitiques à moyenne échéance, Sylvie ? Des répercussions géopolitiques, probablement, lesquelles... Difficile c'est compliqué à dire. On a vu cette diplomatie des vaccins. Alors, on l'appelle diplomatie des vaccins si on est optimiste, guerre des vaccins si on est plus pessimiste, mais on a vu qu'il y avait un enjeu derrière. Alors, c'est un enjeu de santé publique, bien évidemment. Du coup, un enjeu d'économie, parce que enlever le masque, ça veut dire aussi vous pouvez retourner au boulot normalement, vous pouvez recommencer à vivre normalement. Et donc, l'économie peut redémarrer. Et là, la rivalité Chine-États-Unis était clairement en ligne de mire de Joe Biden en la matière, mais il y a également la volonté de montrer que si les Américains, si les États-Unis ont eu une gestion dramatique de la Covid, c'est parce que c'était Donald Trump et qu'en fait c'est pas à l'image des États-Unis et que quelque part aujourd'hui des gens sérieux sont revenus au pouvoir et on reprend les choses en main et ça peut aller très très vite. C'est énorme ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que Joe Biden est arrivé au pouvoir le 20 janvier. On a l'impression que ça fait une éternité et on a quasiment oublié Donald Trump. Tellement il s'est passé de choses. Et dans le même temps... Plus en Europe qu'aux États-Unis, je crois. Peut-être, mais en tout cas, les choses bougent très rapidement. Ça bouge vite, et les annonces qui sont faites auront des impacts, y compris aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression à la fin de l'année 2020 que c'était plutôt la Chine qui avait su tirer parti de cette crise parce que tout le monde avait besoin de la Chine, de ses masques, de toutes ces productions, voire de ces vaccins pour le reste du monde, puisque les pays, les États-Unis, l'Europe
l'Europe réserver leur propre dose de vaccin. Et aujourd'hui, les choses sont en train de s'équilibrer un petit peu plus. Alors, reste à savoir ce qui va... Pour l'instant, on est sur des effets d'annonce aux États-Unis. Reste à savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, on est très clairement sur des enjeux géopolitiques majeurs. Nicolas, vous imaginez, même question, un impact à moyen terme, voilà, y compris géopolitique, des stratégies de vaccination des uns et des autres, ou vaccination au sens large, y compris l'innovation en amont. Mais je pense que oui, sur la question de l'innovation et sur la technologie, d'ailleurs, quand on voyait la guerre commerciale qui avait eu lieu entre la Chine et les États-Unis depuis que Trump était au pouvoir, on voyait qu'il avait du mal au début à avoir un impact qui soit assez important. Et ce qu'on avait vu notamment l'année dernière, c'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à jouer le jeu sur le terrain technologique, notamment sur les semi-conducteurs, ça a commencé à faire très mal à la Chine. Et là, je pense que tout le monde s'est rendu compte finalement que la Chine avait un problème technologique assez important. Et je pense que ce qui s'est passé avec les vaccins et de montrer que les États-Unis ont été capables très rapidement, et pour le coup, sous l'impulsion de Donald Trump dès février, je crois, pour les vaccins, a réussi qu'en termes d'innovation, aussi donc là, sur le terrain médical que sur le terrain technologique, ils étaient quand même devant et par rapport aux Chinois, et que donc ils gardent, on va dire, cette primauté-là sur le reste du monde. Et je pense qu'ils ont réussi au cours de l'année passée à remontrer ça, alors qu'il pouvait y avoir un doute sur cette question. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que, notamment quand on voit sur la question aujourd'hui primordiale des semi-conducteurs, que Joe Biden a dit qu'effectivement qu'ils allaient investir encore 50 milliards pour pouvoir renforcer ça. On voit qu'ils sont en train de faire des accords aussi avec TSMC de Taïwan pour pouvoir implanter des usines de production aussi sur le sol américain, et de montrer qu'ils sont capables effectivement de tenir leur avance sur les Chinois, qui eux sont vraiment gênés avec ces guerres technologiques, parce que si je prends justement sur le terrain des semi-conducteurs, ils sont encore 3 ou 4 ou même 5 années derrière en termes technologiques, et que ça pour eux c'est vraiment un problème. Et évidemment dans ce genre de pour la compétition, on va dire, digitale, c'est pas possible d'avoir 4 ans ou 5 ans de retard sur son concurrent. C'est colossal. Et donc vous perdez tout. Et je ne parle pas de l'Europe là-dedans, ça serait triste. C'est peut-être plus que 4 ou 5. Pour terminer temporairement sur cette question du lien entre géopolitique et économie, je voudrais vous faire commenter ce graphe à propos de la Russie précisément, dont on parlait, que la rivalité États-Unis-Russie avait dominé l'après-guerre, bien entendu. C'est Bloomberg qui a envoyé ce graphe du revenu disponible des Russes depuis 2009, qui a chuté à son plus bas précisément depuis 2009, avec notamment la crise du coronavirus. Mais on voit que la chute, elle est depuis, oui, la courbe est affichée à l'écran, le point haut, il est 2014. Et donc, voilà, le revenu des Russes est en chute depuis 2014. Est-ce que, alors qu'on a le sentiment que c'est toujours une puissance géopolitique, enfin en tout cas un acteur de poids géopolitique, mais beaucoup moins économique, est-ce qu'il y a un paradoxe russe qui vit un peu sur son passé, ou est-ce que c'est vraiment la puissance ou le reste de puissance militaire qui compense cette faiblesse économique, selon vous, Sylvie? C'est effectivement un contre-exemple qui m'a beaucoup gênée dans la rédaction de l'ouvrage. Ouais. J'y reviens à plusieurs reprises, la Russie, parce que c'est le contre-exemple, en fait. C'est-à-dire c'est un pays qui pèse encore énormément sur le plan géopolitique. Et d'ailleurs, faites un rapport des deux PIB, Russie et États-Unis, à des géopolitologues, ils vont pas vous croire dans un premier temps. Ils vont imaginer que vous avez oublié un zéro au PIB russe. Vous voyez, tellement l'écart est grand. Tellement l'écart est grand, et tellement on a l'impression que la Russie pèse politiquement très fortement. La Russie est un pays très habile sur le plan géopolitique, très clairement, et qui arrive à, du coup, avoir une puissance politique beaucoup plus forte que son économie, et surtout que c'est un pays qui n'arrive pas à reconstruire en fait après la période soviétique, et qui reste très dépendant. Sans les hydrocarbures, la Russie c'est quasiment rien aujourd'hui, qui n'arrive pas. Mais déjà c'est plus grand chose, mais si on enlève le gaz et le pétrole. Voilà, tout à fait, c'est pas grand chose. Donc ça c'est très intéressant, et ça nous dit justement beaucoup de choses, parce qu'on faisait tout à l'heure le parallèle avec l'Europe. On se rend compte que l'Europe c'est l'inverse. En fait, c'est une puissance économique majeure, et encore en déclin, parce qu'elle ne sait pas s'affirmer sur le plan politique, et on a la Russie en face qui est dans la situation un petit peu inversée. Quand on étudie les marchés financiers internationaux, la macroéconomie internationale, Nicolas, la Russie, c'est négligeable ou pas complètement? Pour le coup, oui, c'est un petit peu négligeable. Ensuite, c'est pas du tout négligeable sur le terrain pétrolier, et surtout, et là en terrain géopolitique, en fait, je pense que la question prioritaire, c'est simplement la Russie est une puissance nucléaire de premier ordre, et que je pense que la
puissance nucléaire, en fait, est à la géopolitique ce que la macroéconomie, ou la banque centrale plutôt, est à la macroéconomie. C'est-à-dire c'est quasiment tout. Et donc, avec cette puissance nucléaire, justement, elle peut s'affirmer comme étant un acteur mondial de façon disproportionnée par rapport à sa puissance économique. Et donc, elle bénéficie encore de cette puissance qu'elle a tirée, on va dire, du lendemain de 45. Elle en bénéficie encore aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça puisse changer à l'avenir. Et quand on voit, par exemple, quand Trump est arrivé au pouvoir, en fait, ils avaient fait une revue de stratégie nucléaire, comme chaque fois avec un président. Et en fait, ils avaient été quasiment obligés de s'adapter justement à la revue qui avait été faite du côté russe. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, du point de vue militaire, la Russie est la puissance numéro 2 au niveau mondial. Et donc, il n'y a pas de question à se poser sur leur puissance. Évidemment, c'est un poids disproportionné par rapport à l'économie, mais ça doit être pris en compte de cette façon-là. Mais ça ne peut pas durer éternellement si l'économie ne suit pas, ou ne rebondit pas fortement. On ne sait jamais, c'est contre-exemple, il peut perdurer. Derrière le nucléaire, vous avez le militaire. Derrière le militaire, vous avez aussi des technologies très, très avancées dans un certain nombre de domaines. Et puis le jeu des alliances aussi, la Russie. Jusqu'à il y a un an, c'était les Russes qui emmenaient les Américains dans la station, jusqu'à l'été dernier. Donc, il y a des beaux restes. Oui, c'est difficile, voilà, tout à fait, il y a de beaux restes. Allez, on marque une courte pause, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette conversation autour des relations entre l'économie et la géopolitique. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. On parle de géopolitique et d'économie à l'occasion notamment de la sortie aux éditions Erol de cette géopolitique de l'économie écrite par Sylvie Matelli qui est à mes côtés, en compagnie de Nicolas Guzman. Cette deuxième partie, on a fait plus des questions en tendance la première moitié de l'émission, là plus une photo sur les poids lourds d'aujourd'hui, appelez ça les nouveaux maîtres du monde, de façon un peu pour mettre les pieds dans le plat. Est-ce que ce sont les grandes entreprises de la tech, les GAFA, les banques centrales, j'écrivais à la GAFA, Fed, BCE, pour lancer le sujet sur la question des banques centrales que vous avez évoqué vous-même tout à l'heure. Nicolas, ce calcul, ce chiffre, ce graphe d'un observateur de Wall Street, 7,83 trillions, c'est-à-dire 7 831 milliards de dollars, c'est l'actif au bilan de la Fed. Voilà, c'est le bilan de la Fed la semaine dernière, nouveau record historique. Si vous regardez la courbe, vous lisez probablement pas les chiffres, mais vous voyez la forme de la courbe avec cette explosion à la faveur de cette crise sanitaire, évidemment. Ça avait déjà un petit peu commencé avant. Est-ce que les banques centrales aujourd'hui, on parlera des GAFA juste après, des grandes entreprises, c'est les nouveaux maîtres du monde? Est-ce que c'est eux qui ont les leviers, notamment les plus importantes d'entre elles, c'est-à-dire la Fed américaine, la BCE européenne, peut-être la Banque du Japon aussi, la Banque d'Angleterre. Est-ce que c'est des nouveaux pouvoirs au sens nouveau qui ne l'étaient pas il y a 20 ans. Voilà. Est-ce que c'est... Non, ça, je ne pense pas du tout. Enfin, les banques centrales, depuis qu'elles sont là, on va dire, si on prend l'histoire du XXe siècle, en fait, c'est... Enfin, déjà, je pense que ce qui est sans doute malheureusement ignoré, c'est que les banques centrales sont l'acteur économique le plus puissant et de très loin de tous les autres acteurs. Ils sont plus forts que le budgétaire, ils sont plus forts que les entreprises, évidemment, et parce que c'est eux qui vont déterminer, finalement, le niveau d'activité économique qu'il y a dans un pays, dans une zone économique. Et qui peuvent aussi déterminer le niveau d'inflation quasiment exactement là où ils le souhaitent. Et donc, il y a un pouvoir disproportionné sur l'activité économique. Quand on regarde ensuite l'histoire des crises qu'on a pu voir, on va dire, au cours du XXe siècle, on voit par exemple que la crise de 29, ça a été quand même assez maintenant largement documenté, a été, on va dire, causée par une erreur de la Fed justement aux États-Unis. Ensuite, on a eu un emballement qui a été créé notamment par la Banque de France à partir de 1931. Donc en fait, ce sont des erreurs de politique monétaire qui ont conduit à la Grande Dépression et qui ensuite, à partir de 1933, enfin 31 en Angleterre, en 33 aux États-Unis et en 36 en France, qui ont réussi à rétablir un niveau d'activité à peu près correct, mais à partir du moment où les banques centrales ont commencé à agir correctement. Ensuite, la même chose, c'est qu'on a une deuxième crise là qui va être créée dans l'autre sens. Donc ça, c'était des crises de nature déflationniste qui sont... Mais quand on parle de banques centrales à l'époque, on ne parle pas de structures qui sont a priori sont indépendantes. Donc est-ce que c'est... jusqu'à quel point elles sont, en tout cas pas dans... Alors, elles sont
censées être indépendantes, mais elles ne le sont jamais vraiment, finalement. Et on le voit, au Japon, c'est pas du tout le cas. En Europe, c'est censé être le cas, mais les États ont la capacité quand même de pouvoir choisir entre eux quelle est la stratégie qu'ils souhaitent avoir. Aux États-Unis, il y a quand même la Fed doit répondre devant le Congrès également, donc on parle d'indépendance, d'accord, mais il y a toujours aussi une finalité qui correspond à l'intérêt simplement de la nation. Et voilà, et l'intérêt de la nation, a priori, c'est d'avoir quand même la croissance maximale qui puisse correspondre à son potentiel. Donc, et ça, c'est le rôle d'une banque centrale. Donc, et encore une fois, les grandes crises économiques qui ont eu lieu tout au long du XXe siècle, la crise de 2008 également, on peut très bien défendre l'idée que ça a été aussi provoqué par une erreur de banque centrale. Ça a été le cas, en tout cas en Europe, c'est aussi le cas un peu aux États-Unis. Et quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, parce que je pense que ça aussi, il faut vraiment se rendre compte, c'est que avec la puissance et la soudaineté de la crise qu'on a eue avec le Covid-19, si on n'avait pas eu de réponse monétaire de l'ampleur qu'on a eue, on serait pas du tout. Enfin, on aurait eu une répétition peut-être x2, x3 de ce qu'on a vécu en 2008. Et je pense que comme les banques centrales ont agi suffisamment rapidement et suffisamment massivement, finalement, ça n'a pas eu lieu et du coup, on ne s'en rend pas compte. Mais l'action qui a eu lieu est quand même, tant mieux. On a aussi une reprise économique qui est aujourd'hui quand même très puissante aux États-Unis. C'était inimaginable de penser ça il y a encore un an. Quand on regardait les projections qui étaient faites par tous les organismes internationaux, on a une économie qui est quasiment effacée aujourd'hui. Enfin, le PIB américain a quasiment effacé le creux de la crise déjà. Enfin, c'est déjà fait maintenant. Et ça, c'était vraiment inimaginable il y a un an. Et on se rend compte que ces outils-là sont d'une puissance quasiment absolue. Et c'est peut-être ça, justement, qui doit être pris en compte aujourd'hui, de se rendre compte que finalement, quand on a des outils et quand on s'en sert correctement, en fait, on arrive à avoir une économie qui puisse être prospère longtemps. Et malheureusement, ce calcul-là, cette ambition-là n'a pas eu lieu, je pense, depuis une quarantaine d'années, et qu'il serait peut-être temps maintenant, je pense que c'est le cas maintenant aux États-Unis, ça sera peut-être le cas demain en Europe, c'est de faire en sorte justement de mettre ces banques centrales, de les mettre vraiment sur une trajectoire qui leur permet de soutenir l'économie à son maximum. Donc encore une fois, c'est un mouvement qui a lieu aujourd'hui depuis un an environ aux États-Unis. C'est quelque chose qui commence à être exploré en Europe, mais qui n'a pas encore lieu et qui pourrait peut-être arriver d'ici quelques années. On va dire que de ce point de vue-là, si on prend le sens inverse, les Américains avaient lutté contre l'inflation à partir de 79. En France, en Europe, c'est arrivé plutôt en 83. On avait 4 ans de retard. J'espère que ce sera un peu plus rapide que 4 ans seulement cette fois-ci. Sylvie Nicolas nous dit qu'il y a une erreur, c'est nouveau en fait, dans le titre. Ça a toujours été maître du monde, évidemment. Absolument. C'est caricatural, mais en tout cas de grands acteurs de poids au pouvoir majeur. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. C'est des acteurs en plus qui ont d'autant plus de pouvoir que quelque part on ne comprend pas grand-chose à la politique monétaire ou chacun d'entre nous et au fond on regarde assez peu. Donc c'est des banques centrales qui ont cette indépendance de pouvoir agir de manière assez libre, assez indépendante, parce que on regarde beaucoup moins que les États, par exemple, qui sont élus et qui sont en permanence. Mais au-delà de ça, moi, je crois que depuis la crise de 2008, il y a un événement majeur, c'est le fait que les banques centrales se sont décomplexées par rapport à la lutte contre l'inflation. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, depuis 40 ans, les banques centrales avaient cette obsession de l'inflation. Aujourd'hui, alors d'abord aux États-Unis, peut-être plus récemment en Europe, et encore il y a du chemin à faire, on a pris conscience en fait que l'inflation n'était pas l'alpha et l'oméga de toutes les politiques monétaires et qu'il y avait d'autres objectifs qui devraient être soutenus dans les politiques monétaires. Et aujourd'hui, la lutte contre les inégalités est quelque chose, et contre le chômage des classes populaires, des classes les moins favorisées, est devenu un objectif clé de la Réserve fédérale américaine. Peut-être demain le financement de la lutte contre le changement climatique, on va voir. Mais c'est vrai qu'on sent que les choses ont bougé et la réaction qu'ils ont eue par rapport à cette pandémie de Covid a montré que ils assumaient plus que jamais le pouvoir qu'ils pouvaient avoir. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans les banques centrales, et en tout cas à souligner et en prendre en compte, parce que c'est assez peu pris en compte aujourd'hui encore par les banques centrales, c'est que les grandes banques centrales, la Fed, peut-être la BCE, mais surtout la Fed, de par leur politique, leur politique a des impacts sur le reste du monde, des impacts majeurs sur le reste du monde. Et donc, il y a aussi cette responsabilité des grandes banques centrales que d'intégrer la marche de l'économie mondiale dans leur politique monétaire. Et ça, c'est pas encore tout à fait le cas. Ça veut dire que M. Powell, qui est à la tête de la Fed, est une des personnes les plus puissantes du monde, alors que 99,9% de la planète ne connaît pas son nom, contrairement à un chef d'État. Ça, il n'y a aucune ambiguïté. M. Powell est effectivement l'homme le plus puissant du monde sur le terrain économique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, il y a une dizaine de jours, il y a alors, ce n'est pas une passe d'âme du tout, mais
mais il y a eu, alors c'est peut-être été monté en épingle, Madame Yellen, qui est donc ancienne patronne de la Fed, qui est maintenant la secrétaire au Trésor aux États-Unis, donc qui est passée du côté du gouvernement, donc de théorie de la politique budgétaire, normalement, expliquait qu'il y avait peut-être quand même des risques d'inflation un peu à soupçonner, ce qui n'est pas le discours de la Fed précisément. Et on a pu avoir le sentiment que précisément, peut-être, la politique monétaire avait fait tout ce qu'elle pouvait faire et que maintenant c'était à la politique budgétaire de prendre le relais, ce qui viendrait infirmer de très modestement de mon point de vue, ce que vous affirmez. Alors ça, je pense que c'est aussi inhérent au mandat de Janet Yellen. En fait, Janet Yellen, je pense qu'elle est vue effectivement comme une colombe, donc quelqu'un d'assez accommodant sur le plan monétaire. Ouais. Quand on voit le résultat de son mandat, ça n'a pas forcément été le cas. Et on voit ce qu'elle avait fait en décembre 2015, c'est qu'elle avait relevé les taux alors qu'on n'était pas dans une situation qui forcément justifiait la situation. Le chômage était à 5%. En fait, on a constaté qu'on pouvait aller bien en dessous de ce niveau-là. Et quand on voit aussi le travail académique qu'elle a pu faire, notamment avec Jean-Jacques Arloff, qui est son mari, qui a un prix Nobel d'économie aussi. Et en fait, il y a une vision qui est quand même assez rigoriste de la situation, bien moins souple que ce qu'on peut imaginer. Et paradoxalement, alors qu'elle est effectivement affiliée au Parti démocrate et avec Joe Biden, alors que Jérôme Powell, lui, est affilié plutôt au Parti républicain avec son compère Richard Clarida, même chose, ont une vision, je pense, beaucoup plus expansionniste de la politique monétaire que ne peut l'avoir Janet Yellen. Et ce qui est assez frappant, je trouvais, dans les propos de Janet Yellen, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui un défi de la part de la Fed, c'est d'arriver à convaincre le marché financier qu'ils sont crédibles et qu'ils sont parfaitement déterminés à avoir une relance qui soit forte sur l'inflation. Et les mots qu'a prononcés Janet Yellen, et d'ailleurs elle a repris ces mots quelques heures plus tard en disant effectivement qu'elle ne sait pas forcément ce qu'elle voulait dire, qu'elle ne voulait pas parler de hausse des taux, en fait gênent leur discours parce que ça fait 40 ans que la Fed se bat contre l'inflation et là ils sont en train de dire justement qu'ils veulent changer cette trajectoire-là et qu'ils veulent convaincre le marché, les marchés financiers, qu'ils sont prêts à tolérer une inflation un peu supérieure. Évidemment, si vous avez un officiel qui, quelques heures après, vous dit qu'ils vont peut-être faire quelque chose contre l'inflation, ça ne vous sert pas dans le discours et ça n'aide pas vraiment. Et d'autant plus qu'il y a vraiment, aujourd'hui, avec le pic qu'on peut avoir d'inflation sur le mois dernier, ce qu'on devrait avoir dans les prochains mois, il y a vraiment une difficulté de communication et c'est vraiment un enjeu majeur. Et c'est, je pense, d'autant plus important que si on se rappelle ce qui s'est passé, donc justement avec Paul Volcker, quand il est arrivé au pouvoir en 79, c'est qu'il a eu beaucoup de mal, lui, à contrer la hausse de l'inflation. Volcker, c'est le patron de la Fed des années Reagan, même s'il est arrivé un petit peu avant. Et lui, en fait, était dans la situation inverse. Il avait trop d'inflation, il voulait lutter contre l'inflation. Et il a vraiment dû se battre très largement pour montrer qu'il était capable et déterminé d'arriver à se battre contre l'inflation. Aujourd'hui, la situation inverse, on a une inflation trop faible, ils veulent aller dans l'autre sens. Et que pour ça, il faut avoir vraiment une stratégie qui soit totale, de montrer qu'ils sont, encore une fois, prêts, déterminés et à faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Je pense qu'ils vont y arriver, mais ce serait bien que Janet Yellen ne fasse pas mette pas d'impair sur la route. D'accord. C'est un domaine où chaque déclaration est pesée au trébuchet, est analysée dans le monde entier au mot près. Alors, il y a un consensus sur la puissance des banques centrales, tout en établissant que c'est pas particulièrement nouveau. Sylvie, les grandes entreprises. Alors, on dit, voilà, les GAFA, notamment en regardant les capitalisations boursières, mais pas seulement, leur impact mondial, effectivement, voilà, la moitié de la planète est à un compte Facebook. Ces GAFA, jamais les entreprises ont été aussi puissantes. Alors, encore une fois, si on regarde les capitalisations boursières, c'est vrai. Et en même temps, est-ce que les grandes entreprises d'aujourd'hui, d'un point de vue presque géopolitique, sont-elles plus importantes que les grandes entreprises d'une certaine époque, il y a 20, 30, 40 ans, les grandes multinationales, notamment américaines? Voilà. Est-ce que c'est objectif ou est-ce que c'est une perception, là encore, éventuellement un petit peu erronée? Alors, il faut distinguer, je pense, les grandes entreprises des grandes entreprises du numérique. D'accord. Si on veut comparer et trouver des grandes entreprises qui aient pu avoir le poids et la puissance des GAFAM, il faut aller chercher du côté des pétroliers à la fin du 19e, au début du 20e. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec les pétroliers? Ça a été le même débat qu'aujourd'hui avec les GAFAM. Rockefeller, c'était une cause, c'était la Standard Oil, le démantèlement. On a démantelé ces entreprises pour réduire leur puissance. Et pourquoi il y avait cette puissance? C'est parce qu'il y avait l'énergie et le besoin de pétrole. Et de la même manière, sur les GAFAM, en quoi elles se distinguent des grandes entreprises? Comme les grandes entreprises, comme les multinationales, elles sont présentes partout sur la planète. Elles sont devenues énormes avec des chiffres d'affaires, voire des valorisations boursières qui dépassent, qui les placent parmi les premières puissances mondiales, ça c'est clair. Mais la différence avec les valeurs du numérique, c'est probablement l'accès à l'information et la détention qu'elles ont de l'information. Rappelez-vous, après la crise de 2008, nombre de valeurs s'étaient effondrées et puis
puis les valeurs numériques se maintenaient, ou en tout cas les investisseurs étaient toujours au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce pari qui était fait sur le fait que l'information, c'était la révolution digitale, c'était notre vie, notre quotidien de demain, et là, ça vous donne un autre poids, ça vous donne une autre ampleur. Donc je crois que faut vraiment distinguer tout ça, et dans le débat, il y a vraiment deux sujets. Les grandes entreprises, le poids qu'elles prennent, la façon dont on les régule, la façon dont on les taxe, etc. Et puis les valeurs du numérique, avec cette captation qu'elles peuvent avoir des informations nous concernant et qu'elles peuvent finalement monétiser quelque part, et ce qui leur donne encore plus de poids. Et de pouvoir regarder ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On est tous rentrés travailler chez nous, on a eu besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet. On n'aurait pas pu vivre et nos économies se seraient effondrées beaucoup plus massivement s'il n'y avait pas eu ces grandes entreprises du numérique. Diriez-vous que Nicolas, ces grandes entreprises, en tout cas si on reste dans l'univers du numérique, les GAFAM sont devenus, c'est un cliché de dire ça, plus importantes que les États, ou à l'inverse, on a l'impression d'une volonté en Chine, c'est avéré, de représentation de l'État face à ces équivalents des GAFAM, appelés les BATX. En Amérique, c'est pas fait, mais on sent que il y a des velléités aussi. Ce rapport de force, il est en faveur de qui aujourd'hui, selon vous ? Je pense que c'est toujours en faveur des États. À mon avis, il n'y a pas trop de doute là-dessus. La concentration du pouvoir des entreprises, il a toujours été extrêmement fort. En fait, je voyais encore l'année dernière, quand on regardait la puissance des plus grandes capitalisations dans les indices, on voit qu'il y a toujours quelques entreprises qui détiennent quasiment l'ensemble, et c'est quelque chose qui est assez vrai depuis plusieurs décennies, et c'est constant dans le temps. Ce qui est surprenant à chaque fois, évidemment, c'est quand vous avez un secteur entier qui vient vous prendre toute la place, et bien du coup ça se voit sans doute un peu plus, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui avec les GAFAM. Mais je crois, et le mouvement est aussi un petit peu parti, c'est quand vous voyez d'ailleurs lors du mandat de Donald Trump, il y avait une volonté aussi de montrer une affirmation plus libérale en opposition à Trump de ces entreprises-là, et à la fin ça commençait à changer, parce que justement tout le discours qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de la Chine commençait à être modifié également dans le Silicon Valley, et on voyait qu'il y avait quand même une gêne, notamment quand on voyait les travaux de Google sur l'intelligence artificielle, et qu'on voyait que ça pouvait bénéficier à la Chine, alors que la Chine, elle, bénéficie d'un système qui est de la fusion du militaire et du civil, c'est-à-dire que tout ce qui va être trouvé sur le terrain technologique sur le territoire chinois, va finalement bénéficier aux militaires, et que si c'est des entreprises américaines qui se mettent à travailler en gros au service de l'armée chinoise, on a quand même vaguement un problème. Et que dans ces conditions-là, évidemment que ces entreprises-là soit vont se mettre au pas et vont, on va dire, travailler plutôt dans un sens qui va soutenir les États-Unis directement, au profit d'avoir plutôt un sentiment plutôt nationaliste de la part des entreprises, soit elles seront démantelées d'une façon ou d'une autre. Et quand on voit effectivement les velléités de l'administration Biden, je pense qu'il y a effectivement aussi une volonté de contrôler un petit peu plus de ce côté-là. On le voit également sur le terrain de la fiscalité, où là ils ont l'air de prendre les choses à peu près vraiment à bras le corps. Quand on voit ce qui se passe, notamment ce qu'ils veulent faire sur l'Irlande, d'arrêter en gros de briser ce qui est fait par l'Irlande, notamment avec tout l'argent qui est capté par l'Irlande de ces entreprises et qui devrait bénéficier normalement à la fiscalité américaine. On voit qu'il y a quand même, ils n'hésitent pas à y aller, et j'ai pas trop un État et une armée. Je pense que les GAFA n'en sont pas encore là. Donc le schéma imaginé, il doit bénéficier aux recettes fiscales américaines, pas du tout aux recettes fiscales de l'Irlande, en l'occurrence. Oui. À propos de démantèlement des GAFA, Madame Vestager, qui est la vice-présidente de la commission en charge notamment de la concurrence, donnait une interview au quotidien Les Échos ce matin. Question: le démantèlement des GAFA est-il une solution à laquelle l'Union européenne pourrait se résoudre en dernier ressort? On est au cœur du sujet. Elle répond: j'y suis réticente, car on ne sait pas ce qu'il en ressortirait. Ce qui est certain, c'est qu'il nous traînerait devant les tribunaux. C'est une décision très radicale que nous prendrions là. Tout serait suspendu à ces décisions judiciaires. Rien ne se passerait concrètement. Or, nous avons besoin de changements concrets. Maintenant, elle nous dit, sous-entendu, ce ne serait pas efficace, le démantèlement. Sylvie? Déjà, je ne suis pas certaine qu'elle ait la main en la matière, puisque quand on parle GAFAM, ce sont des entreprises d'abord américaines. Et ensuite, effectivement, ce n'est pas forcément la meilleure solution, parce que c'est déconstruire des entreprises, démanteler des entreprises qui sont extrêmement importantes dans notre vie quotidienne, et que l'alternative d'essayer de développer les concurrentes au niveau européen est peut-être plus constructif pour les Européens que de commencer à déconstruire ce qu'ont fait les autres. En plus, sur le plan diplomatique et stratégique, dans nos relations avec les États-Unis, je pense que ce serait quand même sacrément malvenu. Et là, la géopolitique se réinvite en fait dans les enjeux économiques. Mais vous le rappeliez, l'administration Biden y réfléchit. La personne qui a été nommée en charge de ça, elle était très adversaire des GAFA. Aux États-Unis, il y a forcément un arrêt juridique aussi.
Mais bien sûr, mais historiquement, on va dire les États-Unis ont toujours joué avec leur loi antitrust et la question, elle se posera sur ce terrain-là, a priori. Encore une fois, si les entreprises commencent à jouer le jeu un peu plus, on va dire, sur le terrain national, je pense qu'il y aura peut-être moins de problèmes, mais sans doute qu'à terme, évidemment, il faudra quand même arriver à faire jouer cette loi antitrust et d'arriver un peu à briser les monopoles qui sont en train de se mettre en place, enfin qui sont déjà en place ou qui sont en train de se mettre en place, parce qu'évidemment, on ne peut pas continuer comme ça. Et d'un autre côté, en fait, on peut s'effrayer de leur puissance et en même temps, ce qui est assez, je trouve, frappant, c'est que la plupart de ces entreprises, personne ne les connaissait il y a 20 ans, elles n'existaient pas pour la plupart d'entre elles, et que donc la possibilité d'avoir une rotation et d'avoir justement de nouveaux acteurs qui puissent émerger, elle est quand même toujours probable, et ce serait quand même un peu hasardeux de s'imaginer qu'ils vont rester là pour toujours. D'accord. Et ce qui n'y arrivera sans doute pas, et voilà. Oui, on n'imaginait pas il y a 30 ans que Exxon ou General Electric serait remplacé par Facebook. Voilà. Alors c'est pas encore des nains, mais c'est des entreprises qui n'ont plus du tout évidemment la puissance d'antan. Et en même temps, pour boucler la boucle sur le lien entre géopolitique et économie, c'est aussi le fait d'avoir des grandes entreprises très puissantes mondialement qui fait que on a un poids géopolitique majeur si on se place du point de vue des États-Unis. Tout à fait, et c'est ce qui fait qu'ils essaieront très clairement de les contrôler, de mieux les contrôler, d'en limiter en fait de limiter leur emprise et leur pouvoir, mais ils les démantèleront très probablement pas parce que face à eux, bien il y a les Chinois et on revient toujours à cette rivalité avec la Chine. Donc, et je pense que quand bien même ils viendraient à accepter d'affaiblir quelque peu leur valeur du numérique, ils ne laisseront jamais les Européens y toucher, Oui. parce qu'il y a des enjeux géopolitiques majeurs. Oui. Sachant que quand l'antitrust a démantelé des quasi-monopoles aux États-Unis, le pétrole au début du siècle, jusqu'aux télécoms dans les début des années 80, la menace en termes de superpuissance, de statut de superpuissance n'existait pas aux États-Unis. Au début du XXe siècle, les États-Unis étaient déjà la première puissance mondiale, ascendante, et dans les années 80, encore largement. Donc effectivement, on peut imaginer qu'il n'y avait pas cette... là aujourd'hui, il y a un équilibre à trouver du point de vue de l'administration américaine dans le traitement à réserver à ces géants de la technologie. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, je trouve que le meilleur exemple de montrer le lien entre géopolitique et économie en ce moment, c'est justement le cas de TSMC, donc qui est cette compagnie taïwanaise qui produit des semi-conducteurs, qui est le numéro 1 mondial sur ce secteur-là, technologiquement, et de montrer à quel point c'est devenu un enjeu pour Taïwan, et en fait finalement quasiment une bénédiction pour Taïwan, qui se trouve, parce que les États-Unis ont évidemment besoin de TSMC, la Chine a aussi, par contre, ça crée la convoitise énorme de la Chine, mais du coup, la question de cette entreprise qui est, pas de loin, mais qui est quand même en avance sur ce terrain-là, qui est aujourd'hui primordial sur tous les marchés internationaux, fait que Taïwan est devenu vraiment plus ou moins le centre du monde des questions géopolitiques depuis un an maintenant. Et du coup, en fait, c'est vraiment d'arriver à... Taïwan est parvenu, grâce à TSMC, à se mettre vraiment, à hisser son poids géopolitique de façon assez importante. Et en même temps, c'est peut-être la meilleure garantie du parapluie américain. C'est ça. C'est-à-dire que Taïwan, c'est un contre-exemple. C'est effectivement, c'est un géant, c'est un poids lourd économique qui est un enjeu géopolitique plus qu'un géant géopolitique. Oui. C'est un nain géopolitique. Okay. Ouais. Et là, pareil, si vous ne regardez que la dimension politique de la relation entre la Chine et Taïwan, vous pourriez craindre que la Chine essaye de récupérer Taïwan. Si vous intégrez tous les enjeux économiques, dont l'enjeu industriel des semi-conducteurs et de TSMC, très clairement, vous vous rendez compte que c'est pas rationnel de la part de la Chine, en fait, et que l'équilibre des pouvoirs protégera de fait Taïwan, et l'équilibre des intérêts, en fait, de chaque côté du Pacifique protégera de Taïwan. C'est la nouvelle version de l'équilibre de la terreur de l'ancien temps. Pas d'after ce soir. Merci beaucoup. On s'est laissé emporter par une conversation passionnante. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. On se retrouve demain à la même heure. Très bonne soirée.